Imaginez-vous plonger dans une mer chaude et tropicale. L'eau est claire, turquoise, apparemment paisible. Et puis vous réalisez que sous vos pieds nage quelque chose de 17 mètres de long avec une morsure de 16 000 livres par pouce carré. Au-dessus de vous, un céphalopode géant déploie des tentacules depuis une coquille aussi large qu'une voiture. À votre gauche, un requin de 8 mètres file vers vous à 70 km/h. Et à votre droite, un crocodile de 12 mètres et 8,5 tonnes vous observe depuis les eaux côtières. Bienvenue dans la voie maritime intérieure de l'Ouest, l'aquarium de l'enfer. Un océan préhistorique qui traversait l'Amérique du Nord entière. Et vous allez comprendre pourquoi c'était l'endroit le plus dangereux pour nager dans toute l'histoire de la Terre. Avant de plonger dans les eaux les plus dangereuses ayant jamais existé sur notre planète, avertissement, ce que vous allez découvrir risque de transformer définitivement votre rapport à la baignade. Si vous aimez explorer la préhistoire et les créatures les plus extraordinaires sous un angle que personne ne vous a jamais montré, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Chaque semaine, on explore des mondes et des créatures extraordinaires. Et aujourd'hui, on part nager dans l'aquarium de l'enfer. L'aquarium de l'enfer. Pour de nombreuses raisons, vous préféreriez sans doute vous retrouver en pleine nature plutôt qu'en mer. Et avec raison. Car il semble qu'une règle tacite gouverne l'histoire de la vie sur Terre. Plus on descend dans les profondeurs, plus les créatures deviennent inquiétantes. À chaque époque géologique, on trouve dans les eaux un ou deux animaux bien plus terrifiants que tout ce que la terre ferme peut offrir. Le célèbre documentaire Sea Monsters a tenté de dresser la liste des 10 étendues d'eau les plus dangereuses de tous les temps. Parmi les candidates, les eaux du Jurassique, peuplées de pliosaures géants capables de broyer des os avec la force d'une excavatrice. Les océans du Permien, remplis de céphalopodes géants et de scorpions de mer. Et même les eaux de l'Éocène, qui abritaient des ancêtres des baleines encore partiellement terrestres. Mais aucune de ces étendues d'eau n'a remporté le titre. Et le grand vainqueur, et de loin, était une mer intérieure ayant existé durant le Crétacé supérieur. Une étendue d'eau qui abritait une concentration de monstres marins si extraordinaire que même les experts les plus chevronnés peinent à croire qu'un tel endroit ait pu exister. Cette mer s'appelait la voie maritime intérieure de l'Ouest. Et ses habitants méritent d'être connus, car beaucoup n'ont jamais eu la place qu'ils méritaient dans les documentaires et les livres de préhistoire. Bienvenue dans l'aquarium de l'enfer. La mer qui traversait l'Amérique du Nord. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de la voie maritime intérieure de l'Ouest. Mais si vous vivez aux États-Unis, au Mexique ou au Canada, il y a de fortes chances que vous l'ayez traversée, ou plutôt ce qu'il en reste. Car lorsqu'elle était remplie d'eau, cette mer intérieure séparait le continent nord-américain en deux parties distinctes. Elle traçait une ligne diagonale à travers ce qui est aujourd'hui le centre des États-Unis, du Canada et du Mexique, créant deux continents insulaires aujourd'hui disparus, l'Aramidia à l'ouest et les Appalaches à l'est. Cette configuration a persisté pendant environ 34 millions d'années, du Crétacé inférieur, il y a 100 millions d'années, jusqu'à la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années. La voie maritime intérieure de l'Ouest atteignit son apogée durant le Campanien, la dernière grande phase du Crétacé, entre 83,6 et 72,1 millions d'années. À cette époque, la mer était chaude et tropicale. Elle mesurait environ 970 km à son point le plus large et plus de 3200 km de long. Et malgré ses dimensions colossales, elle était remarquablement peu profonde, atteignant probablement 900 mètres au maximum à son point le plus profond, avec une profondeur moyenne estimée à seulement 50 mètres. 50 mètres de profondeur. Assez pour cacher des créatures que vous n'auriez jamais voulu rencontrer. Assez peu profond pour que vous n'ayez nulle part où vous échapper. Les mosasaures, les maîtres absolus. Parmi les nombreux cauchemars qui peuplaient ces eaux, les plus célèbres, et sans doute les plus redoutables à affronter, étaient les mosasaures. Ce groupe éteint de reptiles aquatiques représente l'une des lignées évolutives les plus fascinantes et les plus terrifiantes de toute l'histoire de la vie marine. Morphologiquement proches des varans, dont ils descendent probablement, ils avaient cependant évolué de façon spectaculaire pour la vie aquatique. 4 nageoires en forme de pagaie remplacèrent leurs membres. Leur corps était allongé et parfaitement hydrodynamique. Et selon le degré d'évolution de l'espèce,
Ils nageaient soit comme des anguilles par ondulation latérale, soit comme des requins grâce à de larges nageoires caudales qui leur permettaient de se propulser à des vitesses surprenantes. Ces puissants nageurs dominaient complètement la voie maritime intérieure de l'Ouest. Et leur succès leur avait permis d'atteindre un niveau de diversification remarquable. Plus de 10 espèces distinctes coexistant dans ces eaux, allant de 2 à 18 mètres de long. Mais parmi toutes ces espèces, A3 étaient les plus communes et les plus susceptibles de croiser votre chemin. Clidaste, le plus agile. Le premier et le plus petit des trois était le clidaste, loin d'être minuscule pour autant. Certains spécimens atteignaient 6,2 mètres de long, une taille similaire à celle des plus grands requins blancs jamais recensés. Mais le clidaste était beaucoup plus étroit que ses cousins, ce qui lui conférait une agilité exceptionnelle dans les zones les moins profondes de la voie maritime. Ses dents lisses et acérées lui permettaient d'attraper une grande variété de poissons et d'invertébrés. Et bien qu'il n'ait pas été conçu pour représenter une menace majeure pour des animaux de taille humaine, sa morsure restait redoutable. Une particularité mérite d'être soulignée. Le clidaste était capable de se déplacer un certain temps en eau douce, ce qui le rendait d'autant plus difficile à éviter, même loin des zones côtières. Platecarpus, le chasseur des profondeurs. Légèrement plus grand, le platecarpus atteignait 7 mètres de la tête à la queue et pesait environ 1 tonne, comparable à un crocodile du Nil de grande taille. Mais une caractéristique anatomique surprenante le distinguait de ses congénères. Ses dents étaient extrêmement fragiles. Si fragiles que les paléontologues supposent qu'il se spécialisait dans les proies à corps mou, petits poissons, calmars et autres invertébrés des zones profondes. Un chasseur des abysses, donc, qui ne vous aurait probablement pas attaqué directement, mais qui aurait quand même été profondément inquiétant à croiser à 50 mètres de profondeur. Tylosaurus, le bélier vivant. Et puis venait le troisième, et sans doute le plus agressif des 3 mosasaures communs de ces eaux, le Tylosaurus. Semblable à ses congénères dans sa morphologie générale, mais d'une taille radicalement différente. Les adultes mesuraient entre 12 et 15,8 mètres de long, comparable à une baleine à bosse, l'un des plus grands mosasaures ayant jamais existé, et sa dentition correspondait à sa taille. Jusqu'à 32 dents simultanément présentes dans sa gueule, grandes, épaisses, légèrement dentelées, parfaitement conçues pour déchiqueter de grands animaux. Son régime alimentaire, révélé par des contenus stomacaux exceptionnellement bien conservés, était d'une diversité stupéfiante. Plésiosaures, tortues et oiseaux, grands poissons osseux, requins et même d'autres mosasaures. Mais ce qui rendait le Tylosaurus vraiment unique et vraiment terrifiant, c'était son museau. Proportionnellement très long, avec des dents situées plus en arrière que chez les autres mosasaures, l'avant de son museau était entièrement constitué d'os solides. Et l'extrémité de ce museau était dotée d'un bouton robuste, renforcé par des structures de compression des chocs. En d'autres termes, le Tylosaurus avait un bélier intégré. Les preuves fossiles confirment qu'il l'utilisait activement, frappant ses proies à grande vitesse, les désorientait avant d'utiliser ses mâchoires. Un animal hyper agressif qui attaquait pratiquement tout ce qui bougeait. À même les spécimens adultes de Mosasaurus portaient régulièrement des traces de blessures infligées par d'autres individus. Et au moins un cas mortel est documenté. Un Tylosaurus ayant percuté un Mosasaurus de plein fouet, lui fracassant la boîte crânienne. Mosasaurus, le roi des rois. Car oui, le Mosasaurus existait lui aussi dans ces eaux. Et il était dans une catégorie à part. Atteignant parfois 17,1 mètres de long pour plus de 10 tonnes, il était le plus grand prédateur de toute la voie maritime intérieure de l'Ouest. Et bien qu'il ne disposât pas du bélier du Tylosaurus, sa morsure était d'une puissance incomparable. Son crâne, relativement grand par rapport à son corps, abritait des rangées de dents géantes d'une conception remarquable. Et chaque dent possédait 2 bords tranchants opposés et des prismes latéraux qui permettaient à chaque morsure de couper plus profondément tout en améliorant la force de préhension globale. Une dentition conçue non pas pour tenir, mais pour trancher. La force de morsure du Mosasaurus? Les études suggèrent entre 13 000 et 16 000 livres par pouce carré, soit 4 fois la puissance de morsure d'un crocodile marin, déjà considéré comme l'un des mordeurs les plus puissants de notre époque. Et contrairement aux requins, le Mosasaurus ne s'appuyait pas sur l'odorat pour cibler ses proies.
Il bénéficiait d'une vision binoculaire puissante, lui offrant une précision visuelle remarquable, même dans les profondeurs obscures de la voie maritime. Un prédateur à l'affût, silencieux, précis, dévastateur. Deinosuchus, la morsure la plus puissante. Mais voici quelque chose que peu de gens savent. Malgré sa taille et sa force de morsure colossale, le Mosasaurus ne possédait pas les mâchoires les plus mortelles de ses os. Ce titre appartenait à une créature qui fréquentait les rives et les estuaires côtiers de la voie maritime, le Deinosuchus. Un crocodilien. Un vrai. Mesurant jusqu'à 12 mètres de long et d'une robustesse si extraordinaire que son poids était estimé à 8,5 tonnes. Pour comparaison, le plus grand crocodile du Nil actuel atteint rarement 900 kg. Le Deinosuchus était recouvert d'ostéodermes, ces plaques osseuses dermiques qui constituent l'armure naturelle des crocodiliens. Mais ces ostéodermes étaient d'une taille si exceptionnelle que lors de leur découverte, les paléontologues les avaient initialement confondus avec l'armure d'un ankylosaure. Des plaques hémisphériques massives qui couvraient intégralement le dos des adultes, offrant une protection remarquable tout en servant de point d'attache pour les muscles nécessaires à la locomotion terrestre. Car le Deinosuchus pouvait marcher sur terre. Il était présent des deux côtés de la voie maritime, s'aventurant dans les estuaires, les baies côtières et peut-être même occasionnellement en eau plus profonde, des spécimens ayant été découverts dans des dépôts marins. Mais c'était sa morsure qui faisait de lui quelque chose d'unique. Son crâne massif, de structure similaire à celui d'un alligator, mais proportionnellement bien plus grand, abritait des muscles de la mâchoire d'une puissance extraordinaire. La force de morsure estimée du Deinosuchus dépassait 100 000 newtons, soit 5 fois la puissance nécessaire pour écraser une voiture. Une force de morsure potentiellement supérieure à celle d'un T-Rex adulte. Ses dents, plus pointues à l'avant et plus émoussées à l'arrière, trahissaient une spécialisation pour le broyage plutôt que le déchirement. Les fossiles confirment son régime alimentaire. Tortues marines, grands poissons osseux et dinosaures qui s'aventuraient trop près de l'eau. Des dinosaures, régulièrement, comme en cas. Les céphalopodes géants, Thusoteuthis et Parapousosia. Mais les monstres à mâchoires n'étaient pas les seuls habitants de ces eaux terrifiantes. Dans les zones plus profondes de la voie maritime vivaient des céphalopodes d'une taille qui défie l'imagination. Le Thusoteuthis et l'Anchoteuthis, deux membres de la famille éteinte des Teutidés, étaient des créatures ressemblant superficiellement à des calmars trapus, mais biologiquement plus proches des pieuvres modernes. Dans leur jeunesse, ils constituaient une ressource alimentaire majeure pour de nombreux prédateurs de la voie maritime, une conclusion étayée par les contenus stomacaux de nombreux poissons préhistoriques. Mais ces céphalopodes avaient développé une stratégie de survie remarquable. Ils mûrissaient rapidement et présentaient une variation de taille extrême entre individus. Certains spécimens ne dépassaient pas la longueur d'un bras. D'autres atteignaient 3 mètres de long. À cette taille, les rôles s'inversaient complètement. Le Thusoteuthis et l'Anchoteuthis devenaient alors des prédateurs actifs, chassant les poissons et les invertébrés, et même des vertébrés comme les bébés mosasaures et plésiosaures. Ils utilisaient leurs 10 tentacules armés de ventouses pour capturer leurs proies avant de les acheminer vers leur bec, une arme de découpe redoutable. Et bien que non confirmée formellement, la capacité à projeter de l'encre pour faciliter les évasions rapides est largement supposée. Mais le véritable colosse céphalopode de ces eaux n'était ni le Thusoteuthis ni l'Anchoteuthis. C'était le Parapousosia, une ammonite, un membre de cet ordre aujourd'hui entièrement éteint de céphalopodes à coquilles spiralées dont les plus proches parents vivants sont les nautiles. Et sa coquille était composée de carbonate de calcium disposés en couches de cristaux et de prismes d'une architecture remarquable, offrant une protection efficace contre les prédateurs tout en abritant la majeure partie de son corps. Et ce corps était colossal. La coquille du Parapousosia mesurait jusqu'à 3,5 mètres de diamètre. Avec sa chair, l'animal entier pesait probablement plus de 1,5 tonnes, dont près de la moitié pour la seule coquille. En déroulant son corps hors de la coquille, on obtiendrait une longueur totale estimée à 18 mètres, environ 2 fois la longueur d'un requin-baleine. Le plus grand invertébré ayant jamais existé, présent partout dans la voie maritime, et se déplaçant principalement en surface, généralement dans les 250 premiers mètres d'eau.
un géant impossible à manquer. Et peut-être capable d'attraper des poissons, d'autres céphalopodes, et même de petits reptiles marins avec ses tentacules, bien que certains chercheurs pensent qu'il était plus herbivore que prédateur. Quoi qu'il en soit, rencontrer une coquille de 3,5 mètres de diamètre qui se déplace vers vous à la surface d'une mer préhistorique n'aurait pas été une expérience anodine. Les requins, créatures familières, terreurs inégales. Et au milieu de tous ces géants préhistoriques nagèrent des créatures que nous connaissons beaucoup mieux. Des requins. Pas les plus grands prédateurs de ces eaux, mais des prédateurs efficaces, diversifiés, présents en grand nombre, jouant à la fois le rôle de charognards et de chasseurs actifs. Et plusieurs espèces de la voie maritime présentaient un gigantisme notable, figurant parmi les plus grands requins connus de toute l'histoire de la vie. Ptychodus, le broyeur de coquilles. Le plus grand des requins de ces eaux était en réalité relativement inoffensif pour les animaux de grande taille. Le Ptychodus était un requin maquereau atteignant des dimensions comparables à celles d'un requin-baleine, mais contrairement à ce dernier, il ne se nourrissait pas par filtration. Il était durophage, spécialisé dans la consommation d'animaux à coquilles ou à exosquelette. Ses dents n'étaient ni pointues, ni dentelées, mais des plaques relativement plates conçues pour broyer. Abondantes, parfois plus de 500 simultanément, et parfois absolument énormes, la plus grande jamais enregistrée dépassant la longueur d'une règle standard. Un requin géant qui broyait des tortues et des crustacés. Impressionnant. Mais pas le cauchemar que vous pourriez imaginer. Cretoxyrina, le requin de Ginsu. En revanche, son cousin, le Cretoxyrina mantelli, plus communément appelé le requin de Ginsu, était d'une nature radicalement différente. Ce requin maquereau présentait une ressemblance frappante avec le grand requin blanc moderne. Morphologie similaire, comportement similaire, sans que les deux espèces soient étroitement apparentées. Un exemple remarquable d'évolution convergente produisant des solutions identiques à des problèmes identiques. Et comme le grand requin blanc, le requin de Ginsu attaquait n'importe quelle proie si sa taille le permettait. Mais il allait bien au-delà. L'essentiel de son régime alimentaire était constitué d'autres mégaprédateurs. Requins, mosasaures, plésiosaures, grands poissons osseux, tous retrouvés dans les contenus stomacaux de spécimens fossilisés. Le secret de cette prédation extraordinaire résidait dans sa locomotion. Malgré une longueur pouvant atteindre 8 mètres et un poids dépassant 5 tonnes, le requin de Ginsu était incroyablement rapide. Ses écailles étaient disposées en damier d'une façon que l'on ne retrouve que chez les requins les plus véloces, réduisant la résistance à l'eau au minimum. Sa nageoire caudale était du type le plus extrême jamais observé chez un requin maquereau, conçu pour générer des pointes de vitesse maximale. Les modèles estiment que ce géant pouvait atteindre 70 km/h. Et à cette vitesse, ses dents faisaient des dégâts catastrophiques, plus grandes que celles du grand requin blanc, avec une couche d'émail plus épaisse pour résister aux collisions à haute vélocité, et des bords tranchants comme des rasoirs conçus pour pénétrer profondément dans les os. Des fossiles de dinosaures, un hadrosaure et un ankylosaure, portent des marques de morsures attribuées aux requins de Ginsu. Des dinosaures probablement consommés après avoir été emportés par la mer. Mais la démonstration que même les maîtres terrestres du Crétacé n'étaient pas à l'abri de ces dents. Squalicorax, le requin-corbeau. Et puis il y avait le Squalicorax, le requin-corbeau, plus petit, entre 1,8 et 4,8 mètres de long, comparable à la taille d'un requin-tigre moderne. Et d'une façon similaire au tigre des mers actuelles, sa dangerosité dépassait sa taille. Ses dents étaient nombreuses, relativement petites, incurvées et dentelées, parfaites pour couper et scier les tissus résistants. Un outil de découpe redoutable capable de traiter une grande variété de proies. Le requin-corbeau avait tendance à rester dans les zones côtières et complétait une grande partie de son régime alimentaire par le charognage, ce qui incluait régulièrement des dinosaures emportés par les eaux, hadrosaures, ankylosaures et autres herbivores du Campanien. Mais sa particularité la plus remarquable était sa capacité à chasser les ptérosaures. Contrairement à tous les autres requins connus, le requin-corbeau est documenté pour avoir attaqué avec succès de grands ptérosaures, notamment le ptéranodon. Sa vision, apparemment remarquable, lui permettait de repérer les ptérosaures depuis sous la surface au moment où il plongeait pour attraper un poisson.
a une fenêtre d'opportunité brève, mais suffisante pour un prédateur aussi rapide et précis. Xyphactinus, le poisson de l'horreur. Et pour finir, dans la catégorie des poissons osseux plutôt que des requins, venait le Xyphactinus, également connu sous le nom de poisson X. Et ce surnom était mérité. Ce grand poisson osseux appartenant à l'ordre aujourd'hui éteint des Ichthyodectiformes était, selon toute probabilité, l'un des animaux les plus horrifiants que vous auriez pu croiser dans ces eaux, et certainement le dernier poisson que vous auriez souhaité rencontrer. Sa caractéristique principale était son visage, large, retroussé, incliné vers le haut. Une gueule d'une flexibilité extraordinaire, capable de s'ouvrir assez largement pour avaler des proies d'une taille remarquable en une seule bouchée. Les adultes atteignaient entre 5 et 6 mètres de long, et leur capacité à avaler des animaux entiers était documentée de façon spectaculaire. Un spécimen célèbre conservait dans son estomac un poisson de 1,9 mètre, avalé entier, intact. Plus d'une douzaine de spécimens similaires ont été découverts. Et si sa proie était trop grande pour être avalée entière, ses dents fines et acérées lui permettaient de la découper en morceaux avec une efficacité redoutable, qu'il s'agisse de proies vivantes ou de charognes. Un poisson de 6 mètres capable d'avaler un humain entier, présent dans toute la voie maritime intérieure de l'Ouest. Et vous n'en auriez su aucun avertissement avant qu'il ne soit trop tard. Et les plésiosaures, les chasseurs au long cou. La liste des habitants de la voie maritime ne serait pas complète sans mentionner un groupe emblématique, les plésiosaures. Ces reptiles marins partageaient avec les mosasaures 4 nageoires, mais s'arrêtèrent là les similitudes. Les plésiosaures avaient un corps large et plat, une queue courte et un cou d'une longueur parfois absurde qui leur conférait des silhouettes reconnaissables entre toutes. Plusieurs espèces peuplaient la voie maritime. Les plus spectaculaires étaient l'Elasmosaurus et l'Albertonectes, atteignant tous deux environ 11,6 mètres, avec les coups les plus longs de tout le règne animal. L'Elasmosaurus possédait d'ailleurs le plus grand nombre de vertèbres cervicales jamais observées chez un animal connu. Malgré leur apparence terrifiante, et ces reptiles au long cou n'étaient pas des superprédateurs. Leurs gueules étroites et leurs coups longs et rigides les spécialisaient dans la capture de petites proies, poissons, céphalopodes, mollusques et autres petites créatures marines. On pense qu'ils utilisaient leur cou comme un dispositif de chasse à l'embuscade, approchant leur proie avec leur tête dissimulée tandis que leur corps massif restait à distance. Leurs dents, inclinées de façon à former un piège naturel une fois la gueule fermée, complétaient cet arsenal de chasseurs patients et précis. La fin de l'aquarium de l'enfer. Tous ces prédateurs extraordinaires. Toutes ces créatures qui auraient rendu n'importe quelle baignade mortelle. Qu'est-il advenu d'eux? Certaines espèces ont connu un lent déclin au fil du temps. Or, au fur et à mesure que la voie maritime se réduisait progressivement, les mouvements tectoniques repoussant l'eau vers le golfe du Mexique actuel. D'autres ont évolué, se transformant en lignées qui leur ont survécu. Mais ce qui a véritablement mis fin à l'aquarium de l'enfer, c'est l'astéroïde de Chicxulub, il y a 66 millions d'années. Et l'impact a été particulièrement dévastateur pour la voie maritime, car le rocher géant a touché terre extrêmement près, dans le golfe du Mexique actuel, à la limite méridionale de la mer intérieure. Un tsunami gigantesque, des perturbations climatiques immédiates et un hiver d'impact global ont anéanti en quelques années ce que des millions d'années d'évolution avaient construit. Les mosasaures ont disparu. Le Deinosuchus avait déjà décliné. Les plésiosaures ont suivi. Le Xyphactinus n'a pas survécu. Le Parapousosia a disparu avec les ammonites. L'aquarium de l'enfer avait fermé ses portes. Et les eaux qui couvrent aujourd'hui les plaines du Kansas, du Nebraska et du Colorado ne sont plus que le souvenir silencieux d'un monde de monstres que personne ne reverra jamais. Si cette vidéo vous a donné envie de regarder différemment les plaines du centre des États-Unis, en sachant qu'il y a 80 millions d'années, vous auriez nagé au milieu de tous ces monstres, laissez un like. Ça prend 2 secondes et ça aide énormément la chaîne à grandir. Et si vous voulez continuer à explorer les endroits et les créatures les plus extraordinaires de la préhistoire, abonnez-vous maintenant. On a encore beaucoup d'aquariums de l'enfer à explorer ensemble. À très bientôt, merci d'avoir regardé. À très bientôt.